Président, chers collègues, exercice obligé des collectivités, les rapports de la Cour des comptes et de la Chambre régionale des comptes que nous étudions aujourd'hui nous obligent à une certaine introspection sur la gestion et la situation sociale et économique de notre département. En comparaison des 7 autres départements d'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis est un département atypique. Vous le savez tous aussi bien que moi. Le taux de pauvreté y est le plus élevé de France métropolitaine, avec le chiffre de 28%, soit le double de la moyenne nationale. En Seine-Saint-Denis, le taux d'allocataires du RSA est parmi les plus élevés de France, avec plus de 90 000 foyers, soit 6% de la population. Dans notre département, le taux de chômage est de 11%, quand il est de 7,8% dans le Val-de-Marne, 7,2% sur Paris et 6,6% dans les Hauts-de-Seine. Loin d'une simple étude de chiffres, c'est une analyse de gestion qui prend en compte la situation spécifique de notre département et la volonté politique constante de notre majorité à répondre aux besoins des Séquagno-Denisiennes et des Séquagno-Denisiens, que ce soit par les services publics départementaux issus de nos compétences obligatoires, que ceux relevant de nos politiques originales que nous devons faire aujourd'hui. Nous pourrions ajouter à ce tableau sur la situation de notre département l'augmentation de la population que connaît notre territoire, soit 7,5% entre 2013 et 2021. Ceci exige des dépenses supplémentaires importantes, tant en investissement qu'en fonctionnement, de la part de notre collectivité. Cette réalité de notre département pèse sur le budget de notre collectivité, et vous le savez comme moi. Et si le rapport de la Cour des comptes et de la Chambre régionale des comptes dénomme bien notre département comme un département hors norme, il oublie de prendre en compte cette caractéristique hors norme dans ses conclusions et ses recommandations. Nous ne connaissons que trop bien l'histoire aux dépenses grandissantes et tant en fonctionnement qu'en investissement pour faire face aux besoins des habitants de notre département que nous raconte la CRC. Et ceci tandis que les recettes stagnent, voire reculent à grands coups de réformes gouvernementales. Si la dette reste une préoccupation forte de notre collectivité, elle ne peut être le seul élément qui guide nos politiques départementales. Les chiffres sont clairs. Au terme de l'année 2021, la dette départementale s'élève à 1,6 milliard. Sur la période 2015-2021, elle est passée de 1,47 à 1,6. Le rapport organique pointe un recours excessif à l'emprunt, particulièrement sur les années 2017 et 2018, avec, sur ces 2 années, 86 millions d'euros empruntés, alors que, selon elle, rien ne l'obligeait. À partir de ce constat, la CRC nous recommande d'ajuster nos dépenses d'investissement aux ressources dont notre collectivité dispose. Je me permets ici de rappeler qu'à l'issue de ces 2 années, 2017 et 2018, notre département a inauguré 6 collèges sur son territoire. Un engagement exceptionnel de notre département en faveur de l'éducation, vanté quelques rapports plus loin dans la Chambre régionale des comptes sur la construction, la rénovation et l'entretien des collèges. À croire qu'un rapport en efface un autre. Si le rapport dénonce des investissements trop importants du département par rapport à nos recettes, il indique également que notre capacité d'autofinancement a été multipliée par 2 entre 2015 et 2016, ramenant notre capacité de désendettement à 13 ans à 8,5 ans, en mettant en avant la progression constante des recettes issues des DMTO. Je dois avouer être surprise de ces 2 remarques. Comment la Chambre régionale des comptes se donne-t-elle le droit de faire autant d'ingérence dans la politique du département à partir uniquement de chiffres? Et comment, dans le même temps, explique-t-elle qu'ils apprécient un ratio financier portant sur des recettes aléatoires et mouvantes? Je rappelle que depuis le début de l'année, les transactions immobilières ont reculé de 18,6%, faisant également baisser notre niveau de DMTO pour notre collectivité. Aujourd'hui, nous sommes nombreuses et nombreux à le dire régulièrement dans cet hémicycle, suite aux différentes réformes gouvernementales, la moitié de nos recettes repose désormais sur des éléments volatiles que sont la TVA et les DMTO. Cette situation n'est pas sans incidence dans un département que les rapports reconnaissent comme un département hors norme et qui doit résoudre, je cite, une équation financière historiquement délicate. Et disons-le, cette équation délicate trouve sa source bien avant 2015. Dès 2002, avec la réforme du financement de l'aide départementale pour les personnes âgées, nous assistons au premier coup de canif dans la solidarité nationale. Auparavant, l'État en assurait 50% du financement. Avec la réforme, ce sera désormais 30%. Ce défaut de compensation sera également appliqué pour la PCH. Aujourd'hui, pour ces 2 AIS, nous ne sommes plus compensés qu'à 25%, soit parmi les taux de compensation les plus bas de France. Les transferts des charges et de compétences sans moyens suffisants aux collectivités ne s'arrêtent pas là.
On pourrait évoquer en 2004 le transfert du RSA au département, tout comme l'entretien des routes nationales et la prise en charge des personnels non enseignants de l'éducation nationale, les ATTE. Je vous rappelle concernant le RSA que la dette de l'État envers la Seine-Saint-Denis, calculée après recentralisation du RSA, s'élève à près de 2 milliards d'euros, soit un peu moins d'un exercice budgétaire du département. Et ce défaut de compensation, si on prend la période 2015-2021, est de 1,5 milliard d'euros. Il est donc plutôt cocasse de voir la Chambre régionale des comptes pointer du doigt le Conseil départemental sur la période 2015-2021, alors qu'il palliait directement aux défaillances de l'État sur la rémunération de ce revenu de solidarité active. Concernant le transfert de l'entretien des routes nationales et des ATTE, ce sont encore des dizaines de millions d'euros qu'il a fallu et qu'il faut toujours puiser dans nos ressources pour remettre en état des voiries, recruter et améliorer les conditions de travail de ces agents dans les collèges. Après ces différents transferts, en 2009, on nous annonce la suppression de la taxe professionnelle avec une perte sèche de 6 milliards pour tous les échelons territoriaux, qui sera compensée par la CVAE et que nous venons d'apprendre qu'elle risque fortement d'être supprimée en 2024. Dans la foulée, arrive la décision de ne plus indexer la DGF sur l'inflation, donc perte mécanique des moyens pour les collectivités. On pourra également citer les réformes de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d'habitation et le transfert pour notre collectivité de l'impôt sur le foncier bâti aux communes. Au fur et à mesure des années, on assiste donc à une asphyxie financière des collectivités, dénoncée par l'ensemble des associations d'élus, même les moins révolutionnaires. Je pense par exemple à la réduction de la DGF en 2014, qui nous a fait perdre 75 millions d'euros sur 3 ans, ou la perte de tout lien fiscal du conseil départemental avec son territoire. Des recettes en baisse alors que les besoins, eux, ne cessent de croître. Ce fameux effet ciseau qui est au cœur des débats de cette délicate équation, comme ils disent. Je me permets ces rappels historiques, car le rapport les met complètement dans son analyse. Ces éléments qui sont pourtant au cœur de nos discussions à chaque budget primitif, budget supplémentaire ou compte administratif. Après toutes ces réformes libérales, notre conseil départemental n'a plus aucune autonomie fiscale et une autonomie financière considérablement réduite. S'il existe un écart entre nos recettes correspondantes et nos dépenses, vous le savez comme moi, chers collègues, il est également dû à un défaut de compensation sur notre territoire plus qu'ailleurs. Je pense naturellement au RSA, à l'APA et à la PCH, mais la liste ne s'arrête pas là. Nous pourrions également évoquer la situation des MNA et de l'ASE. Pour rappel, en 2019, notre collectivité a créé 900 places pour permettre un accueil correct des MNA, soit une augmentation de 20 millions sur notre budget, sans compensation plus que d'autres départements d'Île-de-France. Alors oui, si la dette de notre collectivité a un passif, elle a aussi un historique qui ne tient pas à des simples choix de gestion. Par moments, le rapport organique le reconnaît à demi-mot lorsqu'il évoque nos efforts d'investissement pour les collèges, le rattrapage en matière de transport, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel liées aux 53 crèches reconnues utiles par l'État, même si non obligatoires. Alors oui, bien sûr, la dette est une préoccupation de notre collectivité, mais elle ne peut pas être pointée comme la seule ambition que notre collectivité a, alors que les besoins sociaux ne cessent de croître. Et je vais même aller plus loin. Pour nous, élus communistes insoumis et citoyens, et j'espère pour d'autres, à l'approche d'une prochaine canicule ou d'une catastrophe naturelle, nous préférons une dette financière plutôt que de laisser aux générations futures une dette climatique qui ne serait pas d'équation délicate, mais qui serait tout simplement insolvable. Ce n'est pas toujours ce choix que fait le gouvernement en nous annonçant, par exemple, le 19 juin dernier, lors des assises des finances publiques locales, une économie de 10 milliards des dépenses publiques. Après l'absence d'écoute et de travail de l'État avec ses élus, beaucoup ont choisi de boycotter ces assises. Des élus de ma sensibilité, bien sûr, mais aussi d'autres que personne ne pourrait qualifier de marxistes patentés, tels que David Lisnard, président de l'Association des maires de France, ou François Sabaudet, président de l'Association des départements de France, issu des rangs des Républicains ou de l'UDI. Permettez-moi d'ailleurs de reprendre les mots de François Sauvadet concernant l'autonomie fiscale et financière des départements après une telle annonce. Je cite : « Nous interprétons ces propositions comme une nouvelle tentative d'ingérence de l'État dans les finances des collectivités. Nous souhaitons au contraire obtenir une autonomie fiscale qui est indissociable de l'autonomie financière. Et il faut en finir avec ce pilotage à vue de l'État. » Voilà des propos que nous sommes nombreux, j'imagine, à partager dans cet hémicycle. Ces propos sont d'autant plus justes quand nous voyons, après les événements de ces derniers jours, combien il est urgent pour nous de poursuivre et amplifier nos investissements dans les politiques éducatives, culturelles, sociales, afin de permettre à chacune et chacun de s'écrire un avenir digne dans notre département. Un pilotage à vue, donc, qui réduit la péréquation verticale à peau de chagrin
et fait de la péréquation horizontale la règle. J'en veux pour preuve les félicitations qui nous sont adressées pour la création et la pérennité du FS2I dans le rapport de la CRC. Nous sommes face à un véritable désengagement de l'État qui encourage désormais les collectivités à se débrouiller entre elles plutôt qu'à attendre des réponses de l'État. Il est d'autant plus problématique de prendre le FS2I comme exemple qu'il ne relève aucunement d'une obligation, donc d'une volonté politique de l'État. Avec le FS2I, nous sommes dépendants du bon vouloir des départements plus riches ou moins impactés socialement à participer à cette péréquation horizontale. Si ce système est aujourd'hui avantageux pour notre département, et personne ne peut le nier, il ne peut constituer un modèle juste de répartition des richesses dans notre République. Car jusqu'à quand des collectivités vont-elles pouvoir assurer pour les autres, avec ces économies constantes des dépenses publiques, sans oublier l'accroissement des besoins? Le rapport n'y répond pas. Malgré les mauvais points, notre département hors norme, notre échelon territorial est reconnu comme positif à la lecture du rapport intitulé « L'organisation territoriale de la métropole du Grand Paris ». En effet, dans le cadre d'une réorganisation métropolitaine, dans le troisième scénario évoqué dans le rapport, les départements deviennent des piliers d'une nouvelle métropole parisienne, en absorbant notamment les compétences et les ressources des EPT, devenant les membres de la MGP à la place des communes. Seraient-ce les prémices d'une nouvelle réforme territoriale ? Rien ne l'annonce clairement dans les écrits de l'État. Mais nous pouvons dire que nous revenons de loin quand même. Je pense bien sûr à la réforme territoriale de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qui voulait fusionner la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine, en leur donnant pour gouvernance des conseillers territoriaux. Voilà donc bien longtemps que les conseils départementaux n'avaient pas eu une telle considération. Si nous nous félicitons de cette reconnaissance, la question des finances, elle, reste entière. Le rapport le pointe fort justement, et je le cite. « Il paraît souhaitable que les collectivités du bloc métropolitain, quelle que soit son organisation institutionnelle, perçoivent des ressources qui assurent le lien entre le développement de leur territoire et l'impact de leur politique. Aujourd'hui, nous en sommes loin, et l'économie des 10 milliards de dépenses publiques voulues par l'État n'est pas faite pour nous rassurer. Nous craignons que si une réforme de gouvernance et des structures du fait métropolitain intervient, ce sera encore une fois pour la recherche d'économies, avec la mise en place de nouvelles péréquations horizontales qui les guidera. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Alors, peut-être qu'on passe aux réponses. Si je n'ai pas Ah, pardon, je n'avais pas vu. Dominique.